Oui, donc effectivement, la communication que je vais présenter ici est complémentaire à celle de Viviane, puisqu'on travaille sur des objets non pas similaires, mais approchants. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été citées ici, donc la recherche notamment sur les alicaments sur lesquels je ne reviendrai pas. Donc ce sur quoi je vais communiquer aujourd'hui, c'est sur les compléments alimentaires qui ne sont pas des alicaments, et je donnerai tout à l'heure une définition précise parce que tout le monde ne sait pas forcément de quoi il parle. Donc, de quoi on parle quand on parle de compléments alimentaires. Donc, il ne s'agit pas ici de gastronomie, mais de produits alimentaires. Ce ne sont pas des médicaments, même si le visuel que je présente ici semble le montrer. Et c'est justement à dessein que je l'ai montré ici parce qu'il y a souvent une confusion entre ces produits dits alimentaires et les médicaments qui sont proposés par les industries pharmaceutiques. Donc, mon axe de recherche sur lequel je travaille depuis maintenant 3 ans, c'est de m'intéresser aux dispositifs d'information publique qui ont été mis en place par le ministère de la Santé à travers les actions de l'ANSES, qui a été citée par Viviane tout à l'heure, et qui ont déjà pointé du doigt dès 2009, les dérives que pouvaient présenter, les problèmes que pouvaient présenter les compléments alimentaires pour un certain nombre de consommateurs. Et donc, j'ai travaillé avec un docteur en physiologie pour la rédaction d'un article à l'époque qui est paru dans Questions de communication et qui est également nutritionniste. Et donc, on s'est intéressé, on s'est interrogé sur les dispositifs mis en place pour justement éviter les problèmes de santé publique liés à la consommation des compléments alimentaires. Par ailleurs, j'ai aussi travaillé avec Jean-Philippe de Oliveira dans le cadre du projet du programme exploratoire qui a déjà été présenté par Viviane, donc le programme MEDICA sur les compléments, sur les alicaments. Donc le but de cette recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une recherche exploratoire qui est en cours, donc qui n'est pas complètement finalisée. Donc il y aura forcément des choses perfectibles et qu'il faudra en tout cas continuer à creuser. Donc quoi qu'il en soit ici, moi je vais m'intéresser au discours. Je m'intéresse au discours des acteurs publics et privés qui œuvrent dans le domaine de l'alimentation, mais spécifiquement sur les compléments alimentaires. Donc il y a une double finalité à cette recherche, c'est analyser les effets d'interdépendance entre les différents acteurs qui interviennent sur l'alimentation et plus spécifiquement sur les compléments alimentaires, puisqu'il y a effectivement d'un côté les pouvoirs publics qui font en sorte de surveiller, d'encadrer la production, mais aussi la diffusion des aliments sur le marché, et puis de l'autre côté les industriels qui ont des stratégies économiques de développement de produits et bien sûr de vente de leurs produits sur le marché. Et je comprends par le mot industriel les industriels de l'agroalimentaire, mais aussi les industriels de la pharmacie. Pharmaceutique qui travaillent aussi dans la conception, la réalisation et la diffusion de ces compléments alimentaires. Donc on va voir ensemble, je vais vous présenter les objectifs qui sont visés par les industriels, qui sont clairement des objectifs de vente, bien sûr, et tout en intégrant les allégations obligatoires imposées par le ministère de la Santé pour la diffusion de ces produits. Alors, je pars d'un constat qui est issu notamment de rapports que Viviane Clavier a présenté tout à l'heure, donc rapport de l'ANSES qui a été publié en juin 2017. Et donc, on observe qu'en 10 ans, en France, on a eu une augmentation considérable de l'achat et de la consommation des compléments alimentaires de près de 50%, ce qui est quand même relativement important. On est très loin des chiffres que l'on peut trouver dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, on est à près de 60% de consommation. Mais malgré tout, on voit une augmentation très, très progressive de cette alimentation, ce qui peut poser question. Pourquoi, effectivement, les Français ont besoin de se nourrir différemment et de compléter une alimentation qui est déjà extrêmement riche sur le marché.
Donc, une hypothèse de départ que je vais essayer d'étayer par la suite, par les recherches que je vais vous présenter. Donc, une défiance des consommateurs vis-à-vis des produits alimentaires proposés par les industriels, que on peut voir de façon perceptible à travers un certain nombre de scandales sanitaires et alimentaires. Donc, je ne vais pas les citer, il y en a des très récents sur les œufs notamment. Donc, cette défiance est contrebalancée par un discours spécifique des publicitaires qui travaillent pour le compte de ces industriels en mettant en avant la science et la naturalité pour finalement donner peut-être du sens et pour rassurer aussi les consommateurs et pour gommer justement cet aspect anxiogène de l'alimentation. Est-ce que ce que je mange finalement est bon pour ma santé ? Donc là, je ne vais pas m'intéresser spécifiquement au texte et je dirais aux normes mises en place et aux politiques publiques mises en place par le ministère de la Santé, mais plutôt au discours publicitaire. Donc les questions sont les suivantes. Quel discours publicitaire spécifique accompagne la promotion des compléments alimentaires dans la presse? Est-ce qu'il y a effectivement des discours spécifiques? Sous quelle forme sont reprises les normes de santé publique dans ces publicités commerciales? Et quelles stratégies sont mises en œuvre par les pouvoirs publics pour mieux encadrer la communication et la diffusion des compléments alimentaires aujourd'hui? Et on va voir que la tâche est un petit peu complexe. La méthodologie, donc j'ai en fait commencé cette étude donc, en 2014 et je l'ai prolongée assez récemment, en 2017. Donc je me suis appuyée sur le rapport INCA 3 et puis sur un rapport qui a été publié par l'ANSES aussi en 2016 et qui traitait de la consommation des compléments alimentaires, mais destinés aux sportifs, puisque les sportifs sont également des consommateurs, de grands consommateurs de compléments alimentaires, que l'on présente d'ailleurs bien souvent comme des dopants. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite, donc, deuxième méthode, donc, j'ai sélectionné 10 titres de presse. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi ces titres. Donc 2 titres de presse féminine, 2 presse parentale, 2 en presse senior, sportive et presse santé et bien-être. Et à partir de ces 10 titres de presse magazine, j'ai tiré sur la période de juin, juillet, août, 36 publicités sur les compléments alimentaires, sachant qu'il y a de grandes disparités d'un titre à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des titres où il y a énormément de publicités, comme pour la presse senior ou la presse féminine, et puis d'autres dans lesquelles, notamment la presse sportive, il n'y en a quasiment pas. Qui peut poser question déjà par rapport au fait que les sportifs consomment beaucoup de compléments alimentaires, mais que finalement, ils ne sont pas forcément attirés par les supports de publicité commerciale traditionnels. Ils vont plutôt vers d'autres sources d'informations, et notamment Internet, pour se renseigner et pour acheter les produits, parce que c'est moins encadré par le ministère de la Santé, tout simplement. Donc une analyse iconographique et discursive des publicités. Que dit-on dans ces publicités? Comment happe-t-on finalement le consommateur pour le convaincre du bien fondé d'acheter ces produits? Donc une grille d'analyse a été élaborée pour ces publicités avec des critères sélectionnés, donc le format, les formes de publicisation, la promesse, le visuel, le discours scientifique, la preuve, les allégations santé du PNNS, Plan National de Nutrition Santé, les modes de distribution et de vente mentionnés. Et puis, j'ai ajouté également quelque chose que je n'ai pas mentionné ici, l'origine géographique des laboratoires pharmaceutiques qui vendent et qui fabriquent ces produits. Alors, je vais parler à maintes reprises de compléments alimentaires. Donc là, je vous donne une définition. C'est une denrée alimentaire dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combiné, commercialisée sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparation liquide ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. C'est un peu long, mais je tenais à vous le présenter pour vous dire qu'il y a véritablement une différence avec les alicaments qui ont été présentés précédemment, parce que la forme même des compléments alimentaires se présente sous forme de presque médicaments.
Alors que les alicaments, ce sont des produits que l'on trouve dans les supermarchés, donc un beurre, une huile, etc., mais enrichis d'une matière comme des protéines ou des oméga 3, etc., comme j'ai cité tout à l'heure. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait non plus la même démarche de la part du consommateur. Donc le marché des compléments alimentaires en France, alors Viviane les a présentés très rapidement. Déjà, moi, je vais me concentrer sur cet aspect-là du rapport INCa 3. Donc, 14% des enfants de 3 à 17 ans, 22% des adultes de 18 à 79 ans. Une cible privilégiée qui s'intéresse aux alicaments, ce sont les femmes qui consomment le plus de compléments alimentaires, qui ont en moyenne entre 18 et 44 ans, et puis les sportifs que j'ai mentionnés tout à l'heure. Les personnes plus âgées, qui ont besoin, je dirais, d'avoir un petit peu un coup de boost pour être en meilleure santé, 65-79 ans, eh bien, ont une consommation stable. Donc voilà, profil type du consommateur de compléments alimentaires, femme de plus de 35 ans, pratiquant une activité physique et régulière, attentive à sa santé et à son alimentation. Pardon. CSP+, niveau de formation élevé. Les apports attendus d'un complément alimentaire, là, sont multiples. Et on verra que ces attentes, on les retrouve dans les publicités. Amélioration de la santé, lutter contre la fatigue, être plus beau, plus performant. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le rapport INCa 3, quand on interroge les gens, c'est que l'apport nutritionnel est complètement évacué. Donc c'est bien une autre promesse qu'on attend. Et bien sûr, les publicitaires l'ont bien compris. Les prescripteurs d'achat, et là je rejoins ce que disait Viviane tout à l'heure. Là aussi, ce qui est étonnant, c'est que ce sont principalement les médecins et les pharmaciens. Alors que ce sont des aliments, ce ne sont pas des médicaments. Et donc, on peut se poser la question du lien qui existe entre les industriels de l'agroalimentaire et l'industriel pharmaceutique et justement ces produits qui sont distribués, non pas uniquement dans les pharmacies, mais aussi dans la parapharmacie, dans les supermarchés, dans des espaces bio, dans des magasins de sport, etc. Donc, les professionnels de la santé sont effectivement des prescripteurs majoritaires des compléments alimentaires aujourd'hui. Non, je reviens en arrière. Toc. Alors, on en arrive à la recherche que j'ai élaborée à partir de cette fameuse presse. Donc, les 10 titres, là, vous voyez, sont représentés. Pleine vie, notre temps, Vital, Tout savoir santé, Top santé, Workout Mag, Planète cyclisme, Côté parents et Esprit trail. Donc là, on voit clairement que ce sont 3 titres qui se dégagent, c'est-à-dire 3 titres, même 4, qui ont le plus présent dans leur page des publicités sur les compléments alimentaires, qui sont 2 titres de la presse senior, un titre presse santé et un titre de presse féminine. Et tout ce qui est effectivement presse sportive et même parentale, on voit qu'il y a très peu de présence de publicité sur les compléments alimentaires. Alors j'avais la réponse pour la presse sportive que j'ai donnée tout à l'heure. Pour la presse parentale, ça s'explique par le fait qu'il y a une saisonnalité dans la distribution et la consommation des compléments alimentaires qui sont principalement consommés plutôt pendant la période hivernale. Donc les cibles de cette presse magazine, donc là on a, je dirais, des cibles qui sont relativement homogènes. En tout cas, je voulais qu'elles soient représentatives de la population qui m'intéressait. Donc avec voilà, les moins de 50 ans, plus de 50 ans, jeunes parents, et puis les sportifs. Les formats de publicité, donc là, ils sont également très divers. Et ce qui revient principalement et le plus souvent, ce sont les pleines pages de façon très classique, mais aussi les communiqués. Donc les communiqués en 7/9, ce sont des communiqués avec un format qui est relativement limité, petit, mais qui revient très souvent dans la presse, avec un descriptif très détaillé du contenu des produits et de leur, je dirais, des promesses, c'est-à-dire à quoi je vais aboutir en ingérant ce produit, ce complément alimentaire. Donc une meilleure énergie, une meilleure santé, plus de beauté, de performance, etc.
Donc voilà, les promesses de vente du complément alimentaire. Ce qui revient par contre le plus souvent, c'est l'argument santé. Si vous si vous ingérez plutôt ce complément alimentaire, vous serez amené à lutter de façon plus efficace contre les maladies et puis bien sûr le bien-être qui vient derrière. Autre résultat surprenant, c'est que normalement les compléments alimentaires sont donc des aliments et on s'aperçoit que les allégations obligatoires qui viennent donc du plan national nutrition santé ne sont pas systématiquement mis en bas des publicités. On a majoritairement des publicités où il n'y a pas cette allégation. Ce qui pose question, est-ce que ce sont véritablement des aliments ou est-ce que finalement on considère que ce sont des médicaments? Officiellement, ce sont bien des aliments. Donc là aussi, il y a une confusion des gens, je dirais, entre les aliments et les médicaments qui sont proposés sur le marché. Et cette confusion peut aussi s'installer durablement dans la tête des consommateurs. Alors ensuite, donc, je me suis intéressée bien sûr au discours scientifique qui accompagne ces publicités. Et donc là aussi, j'ai fait des pourcentages en classant en quelque sorte ce que j'ai pu relever. Donc majoritairement, on voit dans le discours une composition du produit et une action sur le corps. Donc voilà, le fait d'avoir, je dirais, des produits dits naturels très souvent revient, donc avec des plantes, avec des légumes, avec voilà, des choses très naturelles. Vous aurez de meilleurs résultats sur votre santé, sur votre corps, etc. Résultats de recherche et preuves d'efficacité. Donc voilà, on a des pourcentages dans notre laboratoire. Nous avons fait des analyses très poussées. Nous pouvons vous prouver que vous allez perdre 30% de votre masse graisseuse si vous prenez le complément alimentaire en question. La composition du produit uniquement, 15%. Et enfin, le visuel du produit et une absence de discours scientifique, ce qui est beaucoup plus rare. Donc on montre un corps sain, on voit des gens en mouvement. On voit un ventre plat, très musclé, donc très efficace finalement. Bah oui, je veux devenir comme ça, moi aussi. Je veux être magnifique et donc je vais ingérer ce complément alimentaire. J'ai relevé aussi un certain nombre de phrases, preuves, à connotation scientifique, qui donnent du crédit à cette publicité. Donc là, je n'ai pas donné les titres associés, mais voilà, ce qui revient très souvent, qui sont toujours un peu les mêmes discours. Actif 100% naturel, efficacité prouvée, soumis à des tests cliniques, molécules brevetées, expert en oligothérapie, efficacité prouvée bénéficiaire d'une recherche scientifique. Donc voilà, vous voyez, on est dans des discours de laboratoire, de scientifiques, qui disent, vous voyez, j'ai la preuve par l'exemple, on a fait des études très poussées qu'on vous montre, parce que c'est vrai, hein, c'est breveté. Donc si c'est vrai, eh bien, vous avez intérêt à nous croire. Et donc, évidemment, les consommateurs tombent un petit peu, non pas dans le piège, mais en tout cas dans l'argument. Les modes de distribution, donc là aussi, je me suis intéressée aux modes de distribution de ces produits. Est-ce qu'on les trouve dans la grande distribution? Finalement, très peu. Dans les publicités, et pourtant il y en a beaucoup, hein, des compléments alimentaires dans la grande distribution. En fait, dans les publicités, ce qui est mis en avant principalement, ce sont les sites internet, des coupons réponses aussi. Donc venez avec votre coupon dans la pharmacie et vous aurez l'échantillon ou la dose d'essai, etc. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre dans ce sens. Un courrier qu'on peut aussi envoyer et le téléphone plus rarement. Donc on reste aussi dans des méthodes traditionnelles pour certaines publicités, mais là on est plutôt à la marge. Là, donc le site internet est quasiment présent systématiquement dans toutes les publicités qui sont présentées aujourd'hui. Le site internet sert à la fois de promotion, d'orientation avec des conseils, mais également d'achat. Donc il y a cette triple entrée. L'origine géographique des entreprises qui fabriquent des compléments alimentaires. Donc, dans l'étude que j'avais faite avec Kevin Caillot en 2004, on montrait que justement Internet était un mode de diffusion des compléments alimentaires qui pouvait poser problème aux instances publiques médicales françaises, de santé publique en tout cas, parce que les aliments distribués qui venaient d'autres pays que la France n'étaient pas forcément surveillés dans leur composition. Et c'est précisément ces compléments alimentaires qui pouvaient poser problème pour la santé, puisque
intégrant des ingrédients qui n'étaient pas, en tout cas, très bons pour la santé. Là, en fait, dans ces publicités, on voit qu'il y a 5 pays présents, majoritairement la France, qui proposent ces produits, et puis 4 autres qui se trouvent, en tout cas, en Europe, et qui ne posent pas de problème sur les compléments alimentaires a priori. Donc, ça veut dire encore une fois qu'il y a un marché parallèle, souterrain, que je n'ai pas exploré, mais en tout cas qui est celui d'Internet, où là, justement, il y a beaucoup d'achats qui sont faits, mais pas par les médias traditionnels. On ne passe pas par cette promotion-là pour vendre ces produits. Le profil des entreprises qui fabriquent les compléments alimentaires et qui font la promotion de leurs produits, donc ce sont principalement des laboratoires pharmaceutiques et, dans une moindre mesure, les industries agroalimentaires et les PME du secteur agroalimentaire, et puis de façon là aussi anecdotique, des entreprises agroalimentaires pour les sportifs, un médecin et un produit non identifié, parce que, voilà, pour tout vous dire, c'est la bave d'escargot, miracle, qui est proposée par un médecin. Mais quand je suis allée sur Internet pour avoir un peu plus d'informations, impossible de trouver la source. J'ai trouvé juste le site qui permettait de distribuer le produit, mais en aucun cas je n'ai trouvé celui qui fabriquait le produit. Ce qui peut poser problème là aussi, hein, parce que la publicité ne fait pas foi. Et donc il faut aller au-delà de ce qui est fait dans la promotion. Alors, quelle place ont les compléments alimentaires dans les études sur l'alimentation ? Alors, je dirais que l'objet complément alimentaire n'est pas observé, je dirais, en tant que tel. Je dirais qu'on peut le classer plus particulièrement comme ceux qu'avait présenté Viviane tout à l'heure. Donc, les alicaments en font partie, la nouvelle food en particulier aussi, comme une alimentation particulière, comme l'a nommé Claude Fischler. Donc, c'est une alimentation qui n'est pas liée aux valeurs de partage, de convivialité, comme on l'a vu tout à l'heure. On est vraiment à des années-lumière de ce que l'on a vu dans la matinée aujourd'hui. Et pourtant, cette consommation de compléments alimentaires augmente, ce qui peut poser question par rapport à notre société dans son évolution et sa façon de se nourrir et de compléter ses manques. Donc l'alimentation, là aussi, on peut s'en apercevoir, est source de risques, en tout cas de plus en plus, d'anxiété également. Et en fonction de cette anxiété et de ces risques, eh bien, le consommateur a besoin de se rassurer par rapport à des questions qu'il se pose sur l'aliment qu'il ingère, tout simplement. Donc, je me suis appuyée également sur un article qui a été publié par Brunel et qui, avec d'autres chercheurs, s'est intéressé au mécanisme d'appropriation d'un produit alimentaire, mais je dirais tout produit alimentaire. Et donc, il montre qu'il y a un certain nombre de principes qui se mettent en œuvre dans l'expérience de consommation alimentaire, et notamment il relève que eh bien, le produit qui est distribué dans les grandes surfaces, notamment les compléments alimentaires, sont des produits de plus en plus travaillés par les industriels, ce qui fait que le consommateur eh bien, fait sauter les étapes de conception, de réalisation de ses propres repas. Hein, donc tout ce qui est épluchage, cuisson, présentation sur une table et notamment sur la nappe, eh bien là, dans ce cadre-là, tout ça disparaît. Donc Brunel s'appuie sur les travaux du sociologue de l'alimentation, donc Jean-Pierre Poulain. Donc il n'a rien inventé, hein, c'est ce que je disais à l'instant. Tout ce travail qui doit être fait en amont pour manger un produit, pour l'ingérer, eh bien, c'est le secteur économique qui le prend en charge et qui, en quelque sorte, infantilise le consommateur, ou du moins fait en sorte de lui donner le produit fini sans finalement lui expliquer les étapes de conception du produit et bien sûr en lui donnant les composés du produit, mais de façon assez floue finalement. Alors Claude Fischler parlait déjà en 1990 des OCNI, des objets comestibles non identifiés. Eh bien, pour les compléments alimentaires,
on en est presque là, je dirais. On est sur pas des objets, mais en tout cas des aliments que l'on ingère sans connaître finalement très précisément le contenu véridique. Parce que certains compléments alimentaires sont effectivement très bien encadrés, d'autres pas du tout. Ce qui compte finalement, c'est la promesse qu'on me donne. La promesse que j'ingère. Donc si on me dit que ça va me rendre moins gros et plus efficace et plus rapide sur une piste d'athlétisme par exemple, eh bien je le fais. Donc les consommateurs, bien évidemment, légitimement se posent des questions aujourd'hui. D'où viennent les aliments? Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Par quel processus de fabrication sont-ils passés avant d'arriver dans mon assiette puis dans mon corps? Et dois-je adopter une alimentation alternative pour répondre à mes besoins? Et on assiste aujourd'hui à une consommation qui est effectivement de plus en plus pléthorique. Enfin, on a des formes d'alimentation qui sont nouvelles. Donc la nouvelle food, les véganes, pour ne citer ceux dont on parle très souvent actuellement. Et donc ça pose question aussi. On se dit, mais pourquoi effectivement y a-t-il cette volonté de ne pas rester dans la gastronomie traditionnelle? Et pourquoi y a-t-il une telle angoisse face à ces aliments dits traditionnels qui sont proposés par les industriels, mais pas seulement? Donc les publicitaires ont bien compris cela et vont effacer en partie seulement cet aspect anxiogène sur la demande des industriels et des industriels pharmaceutiques et de l'agroalimentaire, sachant que ces publicitaires ont aussi un rôle de prescripteur et donc ils n'ont pas envie de mentir. Donc bien souvent, c'est des injonctions économiques qui sont données par ces industriels. Il faut dire, ben voilà, on préférerait que vous parliez de telle ou telle façon sur nos produits, puis si vous n'êtes pas content, ben on va aller dans une autre agence. Là aussi, c'est quelque chose que l'on a vu avec Jean-Philippe de Oliveira quand on est allé voir des agences de communication spécialisées dans le domaine de l'alimentation et de la santé. Donc ils apportent, ces publicitaires, une dimension presque rassurante, puisqu'on donne une image du bon aliment, de sa naturalité, on en a parlé tout à l'heure, avec un discours scientifique qui est là dans la démonstration. Donc on est toujours en train de donner des preuves. Et cette dimension rassurante, elle est en quelque sorte adoubée par les allégations santé qui sont mises en fin de publicité en bas de la publicité, bien souvent, donc avec manger, bouger, ou pour une meilleure santé, manger 5 fruits et légumes par jour. Donc la communication publicitaire sur les compléments alimentaires, elle est très spécifique et elle devient micro, c'est-à-dire que dans ces publicités observées, on ne présente pas le contenu naturel avec des plantes, des fleurs, etc., mais en tout cas de façon très rare. On montre plutôt le produit à l'état brut, enfin en tout cas la petite gélule, le petit comprimé, le liquide. Et donc le consommateur doit l'imaginer, ce produit, symboliquement. Donc les techniques utilisées dans la publicité commerciale sur les compléments alimentaires, celles que j'ai relevées, donc il y a une mise en scène de la science avec un vocabulaire spécifique, des symboles, des représentations positives et rassurantes du corps par la photographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, une communication sur l'efficacité du complément alimentaire, donc avec le nom du laboratoire, les circuits de distribution, on donne des noms, des adresses, et là aussi on est vraiment dans un univers de santé qui semble en tout cas rassurant et presque réparateur pour le consommateur qui va acheter ces produits. Les techniques donc toujours utilisées, on a la contrainte législative, l'allocation santé PNNS dont je viens de parler. Les sciences choisies, donc là on a plusieurs possibilités qui sont offertes et utilisées par les agences de publicité. La science issue de la nature, donc on présente le produit avec des plantes et des fleurs. La science du laboratoire avec des résultats de recherche. La science empathique où on a des morceaux de vie choisis de consommateurs, d'une personne âgée ou d'une personne qui a déjà consommé ces produits, qui dit bah, youpi,
puis ça y est, en 3 ans, je suis devenue belle et forte. Et vous voyez un petit peu l'image que je dégage. Donc, ça prouve que ça marche. Et puis la science de l'expert, donc on fait appel à un médecin ou un pharmacien, enfin souvent un médecin, qui dit voilà, dans ma grande science et ma grande connaissance du produit, je peux vous dire que ce que je vous présente ici est tout à fait efficace. Donc voilà, ça j'ai déjà dit, les laboratoires pharmaceutiques sont les premiers annonceurs sur les compléments alimentaires devant les industriels de l'agroalimentaire. Dans l'analyse du rapport INCA 3, les pharmaciens sont les premiers prescripteurs de vente auprès des consommateurs derrière les médecins. Et donc la question, c'est bien sûr de se poser, est-ce qu'il y a un lien étroit ou trop étroit entre les industriels de la pharmacie et de l'agroalimentaire avec les pharmaciens eux-mêmes et les médecins qui sont des prescripteurs de produits auprès des consommateurs, sachant que les médecins, il faut le savoir, et là je dirais que la recherche devrait continuer dans ce sens, ne sont absolument pas formés à la connaissance sur les compléments alimentaires. Quand on les interroge dans leur cabinet, ils disent non, mais moi j'ai pas de formation là-dessus. En fait, le retour que j'ai, ça vient de mes patients ou des laboratoires qui me démarchent et qui me donnent leur publicité. Donc forcément, on peut se poser des questions sur, je dirais, le bien fondé de leur savoir et de leur science et de leurs conseils. Voilà, j'en ai terminé pour ces résultats et j'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis bien sûr, je suis très loin de la gastronomie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci.